Durant l'exercice du pouvoir, Napoléon a lui-même forgé sa légende et différences permettant de le démarquer. Son bicorne à l'horizontale, alors que ce chapeau se portait pointe vers l'avant de la tête et l'autre à l'arrière, sa redingote, ce costume de chasseur à cheval, sans oublier la main sur le ventre, sa coupe de cheveux presque à la romaine et l'aigle impérial. Sa légende est mise en scène. Elle est peinte à de multiples reprises pour saluer ses exploits et apparitions. On sculpte des bustes et des statues à la romaine, comme celle qui trône sur la colonne de la place Vendôme, et dont la colonne est faite avec la fonte de l'acier des canons ennemis. Un véritable roi de la mise en scène qui sait déjà que l'image compte, quitte à enjoliver la réalité ou de modifier certains éléments dans les tableaux, comme lors de son sacre où sa mère apparaît miraculeusement. Ou encore le tableau représentant le passage des Alpes qui était plutôt à dos de mulet, emmitouflé et frigorifié, plutôt que sur un vaillant étalon. Mais c'est sûrement un homme d'État en avance sur son temps, car Napoléon est avant tout pour ses contemporains quelqu'un qui gouverne avec professionnalisme, qui exerce le pouvoir 24 heures par jour et qui attend la même chose de tous ceux qui servent l'État. Pour ce travailleur compulsif, qui se veut proche du peuple, la connaissance des choses est la clé de tout. On peut également dire de lui qu'il est résolument avec le bon sens politique et qui fait confiance à l'expérience pour garantir un exercice de pouvoir efficace. C'est donc tout à fait légitime de se poser la question de pourquoi l'empereur Napoléon a-t-il voulu enlever le pape Pie VII en ce mois de juillet 1809. Au tournant du XIXe siècle, la France est plongée dans une profonde guerre civile qui met à feu et à sang le territoire. L'Europe, quant à elle, tremble face à ces idées révolutionnaires qui frappent aux portes des monarchies européennes. Loin de vouloir plaire à tout le monde, Napoléon n'en demeure pas moins cependant un homme ambivalent. Monarque révolutionnaire, égalitariste élitiste, despote démocrate, nombreux sont les moments de son existence qui s'entrechoquent, souvent dictés par un réalisme politique en avance sur son époque et ouvertement inspiré de la défense du bien commun, telle que décrite par Machiavel dans son ouvrage Le Prince. Conscient qu'il y avait beaucoup à apporter à cette nation épuisée et excédée par 10 ans de directoire et de lutte intestine, c'est à la faveur d'un coup d'État que Napoléon devient le premier consul en 1799. Dans cette dictature du salut public à la romaine, les ambitions personnelles de Napoléon s'aiguisent. Car loin des régimes totalitaires de l'époque, la gestion consulaire, qui exclut presque totalement la violence et la brutalité, suscite l'adhésion d'une grande partie du peuple. Hormis l'attentat de la rue Saint-Nicèse à Paris le 24 décembre 1800, qui fera presque une dizaine de morts, mais auquel Napoléon va échapper, les temps sont relativement sereins pour l'époque. Il est vrai que le commanditaire présumé de l'attentat, le duc d'Enghien, a été condamné à mort et aussitôt fusillé. Mais cet attentat et cette exécution est avant tout un signal fort et clair, tant pour ses détracteurs que pour Napoléon lui-même. Convaincu qu'il est le seul capable de gouverner cette France-là, soucieux de protéger les institutions de la République et profitant du moment de grâce dans lequel il se trouve, Napoléon Bonaparte se fait élire consul à vie. Une manière, selon lui, de légitimer son pouvoir et de pouvoir voir les choses sur le long terme. Une vision partagée par presque 45% des inscrits au plébiscite du consulat, visant à valider la constitution de 1802 qui consacre la toute-puissance de Napoléon. À partir de ce moment, la concentration des pouvoirs au sein de l'exécutif s'accélère. Parallèlement, on a son autorité intérieure qui continue de susciter l'adhésion. Napoléon fait le ménage autour de lui et apparaît de plus en plus comme un incontournable et indispensable aux yeux d'une majorité des Français qui lui reconnaissent la paternité du retour à l'ordre et à la paix. C'est finalement une autre tentative éventrée de conjuration royaliste, celle attribuée à Cadoudal et Pichegru, visant à assassiner le chef de l'État, qui poussera les pouvoirs constitués de l'époque à décréter l'hérédité et l'empire. Et ce sera chose faite le 18 mai 1804, lorsque le Sénat se rendra à Saint-Cloud afin de proclamer Napoléon Bonaparte empereur des Français, actant ainsi la naissance de Napoléon Ier. Le 2 décembre, c'est au tour du pape Pie VII de sacrer Napoléon empereur en la cathédrale de Notre-Dame de Paris. D'après les documents de l'époque, la proclamation de cette fameuse monarchie nouvelle était motivée par le fait que la dynastie des Bourbons, jugée trop féodale, se serait elle-même exclue de la nation et laquelle aurait refusé sa foi et celle qui ne lui a pas donné la sienne. La nouvelle souveraineté réside entièrement dans le peuple. Le prince,
devenu magistrat, ne reçoit le pouvoir qu'en échange des services qu'il procure. Il est là pour gouverner la nation et non pour l'asservir à des desseins personnels. En d'autres termes, le prince est pour le peuple et non le peuple pour le prince. La question de l'hérédité du pouvoir est justement très discutée à cette époque, car pour certains, elle éviterait les ambitions, les querelles de pouvoir et l'esprit de faction. On montre la Pologne avec son système électif comme exemple au sein du tribunat, qui est l'une des 4 assemblées constitutives, où la question va être discutée afin de montrer combien l'élection est néfaste à la puissance d'une nation. Car effectivement, la Pologne et son système électif avaient conduit à une instabilité politique de par sa couronne qui était élective et avec les nombreuses factions qui se disputaient le pouvoir. Cependant, en échange de l'hérédité du pouvoir, Napoléon va devoir accepter la mise en œuvre d'institutions garantes des libertés civiles, politiques et des lois universelles. Le souhait est donc d'abolir le consulat, instauré suite à un coup d'État de 1799, afin de le remplacer par une sorte de monarchie constitutionnelle garantissant l'indépendance des grandes autorités, le vote libre et éclairé de l'impôt, et la sûreté des propriétés, la liberté individuelle, celle de la presse, celle des élections, la responsabilité des ministres et l'inviolabilité des lois constitutionnelles. Mais la première mouture présentée par le Sénat à Napoléon ne lui plaît vraiment pas. Elle sera remaniée afin de mieux cadrer avec les aspirations du futur empereur. De nombreuses concessions seront effectuées concernant l'indépendance des corps constitués et judiciaires, ainsi que les libertés principales. Ainsi, on va voir par exemple la liberté de la presse qui disparaît purement et simplement du document. Une situation qui ne s'améliorera pas du tout durant les années qui vont suivre. Les garanties exigées par les législateurs ne seront jamais vraiment respectées. L'empereur républicain, censé remplacer une partie de son pouvoir consulaire jugé dictatorial, devint peu à peu un monarque absolu. Sa politique belliciste et expansionniste, loin de consolider les conquêtes de la République, entraînera de grandes défaites, lourdes de conséquences, jusqu'à la restauration et le retour des Bourbons dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle. Reste la question de pourquoi un empire est plutôt qu'une monarchie. L'explication la plus simple serait de dire qu'à l'instar de Rome et de Charlemagne, celle d'une Nouvelle-France, de par ses annexions et de son territoire, s'apparente davantage à un empire. Et puis, être l'imperator, le triomphateur à la couronne de laurier, n'était clairement pas pour déplaire à Napoléon. Et si l'on va encore plus loin, la proclamation de l'empire dans une volonté d'union européenne à la Charlemagne est une occasion de se rapprocher de l'Église romaine. Alors on en vient donc à notre questionnement central, pourquoi diable Napoléon a-t-il fait enlever et séquestrer Pie VII? Mais avant d'en venir à cette question, il faudrait peut-être déjà parler du principal protagoniste qu'est Pie VII. Le pape Pie VII, c'est le 251e pape de l'Église catholique romaine. Il est né le 14 août 1742 à Cesena, en Romagne, sous le nom de Bernaba Chiaramonti. Il est l'avant-dernier enfant du comte Scipione Chiaramonti et Giovanna Coronata Dini. Le jeune Barnaba suit un cursus scolaire classique avant de demander à l'âge de 14 ans son admission en tant que novice à l'abbaye bénédictine Santa Maria del Monte à Cesena. Prenant le nom de Don Gregorio, il est ordonné prêtre le 21 septembre 1765 avant de terminer son doctorat en théologie. C'est un homme très ouvert aux idées de son temps et proche des réalités sociales et scientifiques. Il va souscrire notamment à l'encyclopédie de Diderot et montre un grand intérêt pour certains philosophes comme l'anglais John Locke. Si bien que Chiaramonti va rapidement montrer une volonté de renouveau au sein de son ordre monastique, en particulier dans le domaine de la formation. Proche du cardinal d'Angelo Braschi, qui deviendra le pape Pie VI, il gravit les échelons et est nommé cardinal d'Imola en 1785. L'homélie qui va le prononcer à Noël en 1797, où il exhorte « Soyez bons catholiques et vous serez de bons démocrates », attire déjà sur lui l'attention du général Bonaparte. Le conclave qui va s'ouvrir le 30 novembre 1799 pour élire le successeur de Pie VI se tient à Venise dans le monastère de San Gregorio Maggiore. 35 cardinaux sont présents et ce n'est qu'au bout du 140e jour de délibération, le 14 mars 1800, qu'est avancé le nom du cardinal Chiaramonti. Présenté au suffrage de ses pairs, il est élu à l'unanimité des voix. Le nouveau souverain pontife, qui s'installe au Quirinal,
le fameux palais des papes sur une des 7 collines de Rome, sous le nom de Pie VII, n'a que 58 ans. Et il doit faire face à de nombreux défis, notamment les négociations avec Napoléon Bonaparte, pas encore couronné empereur, mais ayant de grandes ambitions. Napoléon est quant à lui né catholique. Pieusement élevé par sa mère, il reçoit une éducation chrétienne tout en passant par divers établissements religieux. Une foi donc bien ancrée en lui, expliquant sa tolérance, mêlée à son intransigeance politique bien connue. Une tolérance présente donc tout au long de son règne, et ainsi on ne verra point de persécution sous l'Empire, et même au plus fort des crispations avec le Vatican, où Napoléon ne remettra jamais en cause le fondement spirituel de l'Église catholique, car pour lui, la société ne devait exister sans une religion, et une religion d'utilité publique capable de faire accepter leurs conditions aux plus démunis et entretenir leurs besoins de merveilleux. Napoléon dira entre autres que la plus horrible de toutes les tyrannies est celle qui oblige les 18/20e d'une nation à embrasser une religion contraire à leurs croyances. Le fanatisme est toujours produit par la persécution. L'athée est donc le meilleur sujet que le fanatique. L'un obéit, l'autre tue. On voit donc bien ici la tolérance de Bonaparte pour les croyances, même si l'athéisme reste quelque chose de préférable. Rappelons tout de même qu'au début du 19e, le judaïsme en France est peu organisé, tout comme l'islam et le protestantisme. C'est Napoléon Bonaparte qui, en 1808, va structurer les institutions des cultes minoritaires et leur évitera les persécutions de l'Église en échange de leur acceptation des règles posées par l'Empire. On peut également noter que le rapport à la religion de Napoléon est aussi nourri par sa campagne d'Égypte, où il va reconnaître à Mahomet la grandeur d'avoir fondé une religion exempte d'enfer. Ce qui montre aussi une certaine tolérance et ouverture d'esprit face aux autres religions. Malheureusement, son détachement par rapport à la curie romaine de Rome, bien plus qu'à ses défaites militaires, sera fatal à l'empereur. Réformateur moderne d'une société rétrograde, Napoléon Ier se heurte à une église conservatrice, jalouse de son pouvoir et fidèle à l'ancien régime. Dès son accession au pouvoir, le premier consul comprend que mettre un terme au chaos religieux de l'État est une priorité. L'homme d'ordre veut rétablir au plus vite l'unité des chrétiens, persuadé que la religion catholique lui serait politiquement utile. Juridiquement, il réforme la constitution civile du clergé par un décret autorisant la liberté des cultes. Difficile donc dans ces conditions pour Bonaparte d'instaurer une paix durable. Il demande alors au pape d'organiser, de fédérer les catholiques de France, et en 1801, un premier concordat est signé avec le pape. Mais alors que Bonaparte espérait en profiter pour mettre sous cloche l'église de Rome, c'est elle qui reprend la main l'ensemble du clergé français, indépendant depuis 1682, en remplaçant les évêques et les curés nommés par les évêques, pour finalement créer une sorte d'État dans l'État, dont le véritable chef est désormais le pape. S'ensuivra donc une lutte d'influence au cours de laquelle Napoléon n'aura de cesse de tenter de subordonner l'Église à l'État. Davantage déiste plus que dévot, Napoléon prône la raison d'État lorsqu'il parle de la religion. Rappelons tout de même que c'est la religion ultra dominante en France durant la période, et malgré le mouvement anticlérical latent dans la société révolutionnaire, elle est très présente. Comme on l'a dit précédemment, il fait également venir le pape de Rome pour son couronnement impérial en 1804 afin d'y apporter une légitimité spirituelle. Mais il est toutefois à noter que c'est Napoléon qui va se couronner lui-même et non pas le pape qui va apposer la couronne sur sa tête. C'est une chose d'ailleurs qui n'est absolument pas anodine, même si le pape ne va pas du tout protester. En effet, la vraie rupture va intervenir quelques années après, lorsque Napoléon, après de nombreuses batailles victorieuses et d'ennemis vaincus, est maître d'une grande partie de l'Europe, mais avec une Angleterre qui résiste encore et toujours. Le désastre de Trafalgar en 1805 avait eu raison de ses ambitions de débarquement sur l'île anglaise, tant la marine française était réduite à néant. C'est à partir de ce moment que Napoléon change de stratégie pour faire plier l'Angleterre en établissant un blocus continental afin d'asphyxier l'économie britannique. Encore faut-il que tous les ports européens soient fermés aux navires anglais, et c'est là justement que la cause des frictions entre l'empereur et le pape intervienne. Pour le pape, il est hors de question que le souverain pontife vienne à prendre parti pour des guerres temporelles.
s'inscrivant donc dans une neutralité politique ferme. Or, Napoléon, lui, veut que le pape adhère à sa confédération et se plie donc à ses revendications, ce à quoi Pie VII va répondre qu'aucun empereur n'a le moindre droit sur Rome. Cette déclaration est de trop pour Napoléon qui ordonne le 2 février 1808 l'occupation militaire de la ville éternelle par les troupes du général Miolis. Pie VII proteste, rappelle le légat de Paris et tient tête à Napoléon. Napoléon écrit alors au pape « Vous êtes le roi de Rome, j'en suis l'empereur ». Un an plus tard, le 17 mai 1809, un décret de Napoléon scelle le sort des États papaux par l'annexion des territoires et leur rattachement à l'Empire, dépouillant ainsi le Saint-Père de sa souveraineté temporelle. C'en est trop pour le pape qui décide de rendre publique une bulle d'excommunication. Pie VII, pape, à l'empereur des Français, par l'autorité de Dieu Tout-Puissant, des saints apôtres de Pierre et Paul et par la nôtre, nous déclarons que vous et tous vos coopérateurs, d'après l'attentat que vous venez de commettre, avez encouru l'excommunication. Même si le nom de Napoléon n'y figure pas, il est évident que c'est lui qui est visé. En apprenant son excommunication, Napoléon s'emporte et s'écrie « C'est un fou, qu'on l'enferme !» Une chose prise au pied de la lettre et qui aboutit à l'assaut du palais dans la nuit du 5 juillet 1809. Les gendarmes, menés par le général Étienne Radet, escaladent les murs du palais papal, attaquent le portail d'entrée à coups de hache et pénètrent dans le palais. Radet arrive devant sa sainteté pour lui remettre la proposition de renoncer officiellement à sa puissance temporelle. Mais sa sainteté lui répond avec calme et douceur que « Vous ne pouvons céder ni abandonner ce qui n'est pas à nous. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, nous ne voulons pas. Le temporel appartient à l'Église, nous n'en sommes que l'administrateur. » Dans ces conditions, Radet déclare alors au souverain pontife qu'il a ordre de procéder à son arrestation et de l'emmener hors de Rome. Le soleil se lève alors sur la ville sainte, marquant le premier des 1782 jours de la captivité du souverain pontife. Une missive du 23 juillet 1809, s'adressant à l'archichancelier Jean-Jacques Régis Cambacérès, montre bien le double jeu politique auquel joue Napoléon. On peut y lire que c'est sans mes ordres et contre mon gré qu'on a fait sortir le pape de Rome. C'est encore sans mes ordres et contre mon gré qu'on le fait entrer en France, mais je ne suis instruit que de cela que depuis 10 ou 12 jours après que c'est exécuté. Du moment que je saurai le pape stationnaire quelque part, et que mes intentions pourront être connues à temps et exécutées, je verrai les mesures que j'aurai à prendre. Napoléon veut ainsi montrer son autorité sans être désavoué, et plutôt que de dire « contre ma volonté », il écrit « sans ma volonté » pour ne pas apparaître comme celui ayant fait arrêter le pape. Mais même si Napoléon se veut contrarié par cette arrestation, il compte bien mettre à profit la situation pour mater ce souverain pontife réfractaire et obstiné en voulant l'associer à sa politique de blocus continental face à l'Angleterre. D'abord détenu à Grenoble et ensuite envoyé en Italie le 1er août pour être placé en résidence surveillée à Savone, il y restera jusqu'en juin 1812, avant d'être envoyé ensuite au château de Fontainebleau sur demande de Napoléon. C'est dans ce symbole de la puissance royale française que Napoléon veut contraindre Pie VII de signer un nouveau concordat, annuler son excommunication et faire reconnaître officiellement la dissolution de son mariage avec Joséphine. Séparé de son entourage et de ses cardinaux, enfermé à Vincennes ou exilé en province, Pie VII arrive donc en juin 1812 à Fontainebleau, où il avait déjà été invité en 1804 au terme d'un voyage long et éprouvant. Afin de sauver les apparences, il est traité comme un hôte et non comme un captif. Il retrouve ainsi le superbe appartement de 11 pièces qui avait été autrefois celui d'Anne d'Autriche, remeublé et décoré entre-temps pour Hortense et Louis Bonaparte, mêlant ainsi les meilleurs meubles de Jacob Desmaltais et Marcion. L'empereur lui fait donc constituer une maison pour répondre à ses exigences et dont les frais sont réglés par le service du grand maréchal du palais de l'empereur. Cependant, le pape refuse de se prêter à la comédie de cour qu'on voudrait lui faire jouer. Il ne profite presque pas des jardins et d'ailleurs est très souvent malade. Sa réclusion volontaire dans ses appartements suscite même l'ironie du ministre de la police Savary qui racontera dans ses mémoires que le pape raccommodait lui-même les déchirures faites à ses habits, quelquefois il mettait un bouton à sa culotte, il lavait même sa simarre parce qu'il avait l'habitude d'y laisser tomber beaucoup de tabac.
Il fallait avoir une bonne dose d'illusion pour croire à l'infaillibilité d'un souverain pontife qui se voyait réduit à cette misère. Mais début 1813, de retour de la catastrophique campagne de Russie, Napoléon tente une dernière fois de négocier avec le pape. La cour fait ainsi un voyage inattendu à Fontainebleau du 19 au 27 janvier. Au bout de plusieurs jours de négociations, accablé, subissant des pressions et même les menaces de l'empereur, et ébranlé par les conseils des 3 cardinaux rouges à la botte de Napoléon, le souverain pontife cède et accepte de signer un nouveau concordat le 25 janvier. Napoléon fait aussitôt annoncer ce nouvel accord dans la presse. Autorisé par conséquence à recevoir quelques-uns de ses proches, Pie VII finit par se rétracter à la grande fureur de Napoléon. Mais ce dernier, pris par les préparatifs de sa nouvelle campagne en Saxe, n'a cependant plus guère de temps de s'occuper des affaires religieuses. Battu à Leipzig en octobre 1813, se préparant à affronter les Alliés sur le territoire français, il décide en janvier 1814 de rendre sa liberté au pape, craignant que ses adversaires ne parviennent jusqu'à Fontainebleau pour le délivrer. De plus, le royaume d'Italie, envahi par l'Autriche, est sur le point de s'effondrer. Son beau-frère Murat, roi de Naples, vient de déclarer la guerre à la France, et c'est dans ce contexte que le retour du souverain pontife dans ses États est décidé afin de perturber le jeu politique dans la péninsule, gêner les nouvelles ambitions de Murat et potentiellement retarder l'avancée des troupes napolitaines vers le nord de l'Italie et par la même occasion de la frontière française. Le souverain pontife quitte alors Fontainebleau pour Savone sous bonne escorte le dimanche 23 janvier 1814 avant d'être remis aux autorités autrichiennes le 25 mars. En parallèle, Napoléon doit abdiquer face à une énième coalition européenne, l'obligeant à son tour de partir en exil sur l'île d'Elbe. L'épisode des 100 jours, puis la défaite de Waterloo le 18 juin 1815, conduit à l'exil définitif sur l'île de Sainte-Hélène, au beau milieu de l'Atlantique Sud. Dans son exil à Sainte-Hélène, Napoléon ne parlera que très peu de la captivité du pape à Fontainebleau, conscient qu'il s'agissait là d'un de ses plus grands échecs, même s'il va se défendre d'avoir emprisonné le pape, estimant que celui-ci avait été logé dans un palais avec tous les honneurs dus à son rang, mais que le chef du Vatican avait fait le choix de se cloîtrer dans sa chambre comme dans une cellule tel un captif, plutôt que comme un hôte de marque. Mais ce qui est intéressant durant cette deuxième captivité, c'est que Napoléon va bénéficier de quelques largesses de la part des geôliers anglais. Largesses, justement, qui vont être octroyées à la demande de Pie VII, qui va définitivement ne pas être rancunier. Finalement, quels impacts aurait eu toute cette histoire d'enlèvement ? Si on part du point de vue politique, l'enlèvement de Pie VII marque une rupture irréversible entre le pouvoir temporel de l'Empire et celui du pape. Pour l'opinion publique européenne, c'est la stupeur générale. On est scandalisé par l'emprisonnement de Saint-Pierre. Si bien que cela va fournir aux adversaires de Napoléon un argument supplémentaire pour le présenter comme un tyran hostile à la religion. Et de fait, l'hostilité du monde catholique affaiblit le soutien à l'empereur, notamment en Espagne, en Italie et même en France où la ferveur religieuse reste tout de même très importante malgré la vague anticléricale des révolutionnaires. Si bien que cet épisode va définitivement renforcer l'image du pape comme figure morale victorieuse face à un pouvoir militaire et autoritaire. Du point de vue religieux, l'enlèvement de Pie VII conduit à l'édification d'une bulle d'excommunication contre tous ceux qui ont violé les droits de l'Église, créant ainsi donc une fracture entre le pouvoir impérial et l'autorité spirituelle. La ténacité du pape va accroître considérablement son prestige et le faisant ainsi apparaître comme un modèle de fidélité religieuse face aux pressions politiques, montrant ainsi que le pouvoir spirituel du pape ne peut être réduit par un pouvoir temporel aussi puissant qu'était l'empire de Napoléon à son apogée. Merci d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager car cela aide vraiment au référencement et à la visibilité de la chaîne. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Histophem.